Allez hop, ça dégage. Oh les gars, comment ça fait du bien. Comment ça fait du bien de retrouver cette place de leader. Vraiment. Ça nous avait manqué. Par contre, je vous dis la vérité les gars. On est content. On est très content de retrouver cette première place. Et si on m'avait dit il y a quelques semaines qu'on allait la retrouver aussi rapidement avant le Classico pendant ce mois de février, jamais de la vie j'aurais cru qu'on allait pouvoir retrouver cette première place les gars, je vous dis. Jamais de la vie, à un moment donné, j'aurais pu imaginer que le Barça était toujours en course pour ce championnat, pour cette Liga. Il y a quelques semaines d'ici, on savait bien que c'était mort, que c'était fini. Et au final, là, tu te retrouves à cette première place. C'est une très bonne nouvelle. Mais les gars, je vous dis une chose. En jouant comme ça, en jouant comme dans ce match-là aujourd'hui, en jouant comme ça, je peux vous dire que cette première place, tu vas très très vite la perdre, les gars. Parce que à aucun moment, au-delà justement du résultat, au-delà des 3 points, au-delà de la victoire, au-delà du fait que tu retrouves cette première place, ça va être très compliqué d'être totalement satisfait de ce match. Tu gagnes 1-0 sur un penalty, où tu vois quasiment toute l'équipe qui est mauvaise aujourd'hui. À part Pedri aujourd'hui, il y avait tout le monde qui était complètement perdu, je vous dis la vérité les gars. À part Pedri aujourd'hui, quasiment toute l'équipe elle était à la ramasse. Tu peux retirer peut-être à la limite Chesney, Inigo qui t'a fait un match correct. Mais pour le reste, les gars, c'était très, très compliqué. Offensivement, déjà, je vous dis, dans le 11 de base, t'as que Pedri qui était présent. Mais bref, ça, on va y revenir, les gars. Mais il y a aussi quelque chose, je pense, qui va faire beaucoup parler encore sur ces prochains matchs. Encore une fois, l'arbitrage. Alors déjà, on va rapidement balayer ce sujet, les frères. L'arbitre du jour était très mauvais, les gars. L'arbitre d'aujourd'hui était horrible. Encore comme sur le match du Real contre Osasuna. C'est aussi simple que ça. Alors, tu as un arbitre, encore une fois, qui a peut-être favorisé le Barça sur certaines situations. Par exemple, on va pas se mentir, les gars, sur la faute de Cubarsí dans la surface du Barça. Je pense que, pour moi, il doit y avoir penalty. Je pense que, je vous dis la vérité, les gars, pour moi, il doit y avoir penalty, c'est clair et net. Mais, il faut quand même souligner une chose, c'est que tu as des fautes en ta faveur, mais tu as aussi des erreurs de l'arbitre qui sont contre toi aussi. Et ça, on en a vu énormément, je vous dis la vérité, les gars. Rien qu'on voit sur cette deuxième mi-temps, les gars, t'as clairement 3 erreurs manifestes contre le Barça, les gars. Entre le carton rouge qui a pas forcément été donné au Rayo Vallecano, sur cette faute énorme, sur Koundé qui s'est fait complètement découper, les gars. Sur un tacle par derrière comme ça, mais tous les jours, normalement, c'est un carton rouge. Il y a 2 situations aussi qui peuvent donner aussi un penalty pour le Barça en deuxième mi-temps, entre cette poussée sur Rafinha en deuxième mi-temps dans la surface du Rayo Vallecano, et on voit très bien que c'est une poussée, c'est pas qu'il y a juste un contact ou juste qu'il dépose les mains sur le dos de Rafinha, on voit très bien que voilà, il passe d'une situation où il a les mains fléchies à une situation où il a les mains tendues, donc voilà, au bout d'un moment, faut pas faire des études de biomécanique pour directement comprendre qu'il y a une poussée dans la surface. Pareil sur Olmo qui se fait accrocher par le gardien du Rayo Vallecano. Donc c'est 3 erreurs énormes, 3 erreurs manifestes contre le Barça. Alors si je vous dis ça les gars, c'est pas pour vous dire ouais mais on nous a pas donné un penalty, on nous a pas... Non, je m'en fous les gars, c'est pas ça la question. Mais c'est juste pour éviter qu'encore certains, ils vont encore pleurer sur l'arbitrage et venir dire ouais non mais le Barça méritait pas cette victoire, ou le Barça s'est fait favoriser par l'arbitre. C'est juste par rapport à ça les gars que je reviens sur ça. Et je vous le dis, autant bien sûr le penalty en première mi-temps aurait dû être donné au Rayo Vallecano sur cette faute de Cubarsí. Pour moi, ça aurait été totalement légitime. Tout comme, bien sûr, il y avait un penalty. Le penalty était totalement justifié pour le penalty qui a été sifflé du côté du Barça. Même si, allez, il faut quand même préciser, les gars, il faut quand même être juste sur le fait que ce penalty et cette faute sur Inigo Martinez, c'est clairement un plaquage, c'est clairement une faute manifeste, contrairement à Cubarsí, qui est dans une situation où voilà, c'est un accrochage au niveau du maillot, etc. Et malgré tout, je vous dis, bien sûr qu'il y a penalty. Après, je sais qu'il y en a qui vont me parler du but du Rayo Vallecano, qui a été refusé pour hors-jeu. Alors les gars, je vous dis la vérité, ok, bien sûr que le buteur n'était pas hors-jeu. Mais il faut quand même préciser une chose, les gars, il faut quand même voir l'action du début à la fin. Et il faut quand même se rendre compte que Randy NTK, était hors-jeu. Alors, il touche pas le ballon, c'est vrai, mais on voit sur l'image d'après, la séquence juste après, qui fait clairement barrage, qui bloque clairement Inigo Martinez et qui l'empêche de défendre, les frères. Donc quand on voit ça, bien sûr que le but c'est totalement justifié qu'il soit refusé. On sait très bien qu'à partir du moment où tu as un joueur qui fait action de jeu, si le joueur était hors jeu, le but est d'office refusé. C'est pas nouveau, c'est pas
C'est pas depuis hier que ça existe, ce genre de règlement, les gars. C'est aussi simple que ça. Donc, encore une fois, voilà. L'arbitre était mauvais aujourd'hui. Il faut dire la vérité, les gars. Je vous dis, il y a eu des erreurs des deux côtés. Mais commencez surtout pas à crier au scandale, à crier au vol ou à crier à quoi que ce soit, les gars. Je vous dis la vérité. Parce que ce soit d'un côté comme de l'autre, il y a eu des erreurs. Le Barça aussi a eu énormément d'erreurs, comme je vous ai dit, en deuxième mi-temps, etc. Mais bref. Maintenant qu'on a parlé de l'arbitrage et qu'on a balayé ce sujet au niveau de l'arbitre, dans tous les cas, les frères, je vous dis la vérité, même si le Barça avait perdu aujourd'hui, je vous dis, j'aurais même pas parlé de l'arbitrage, dans le sens où, pour moi, c'est pas une victoire qui est totalement exemplaire du côté du Barça. Pour moi, cette victoire, elle a énormément de choses à dire. On va être honnête, les gars, vraiment. De toute façon, pour le même prix, tu perds ce match. Enfin, tu perds. Ou en tout cas, tu gagnes pas ce match, les gars. Parce que quand on voit sur la dernière situation, la dernière occasion du Rayo Vallecano, si c'était pas De Frutos qui était dans la surface sur cette action-là, les gars, si c'était justement un NTK par exemple, ou un autre joueur un peu plus à l'aise dans le domaine aérien, un peu plus à l'aise de la tête, ça finit au fond, les gars. Vraiment. Parce que ça, les gars, c'est une occasion en or pour le Rayo Vallecano à la toute dernière minute du match. Et c'est pour ça, les gars, moi je vous dis, un match comme ça du Barça, où il n'y a pas de maîtrise, où tu sens qu'à tout moment l'équipe peut revenir, enfin, où l'adversaire peut revenir. De toute façon, c'est simple. Le Barça peut jamais se contenter d'une victoire 1-0, de mener au score avec un seul but d'écart. Tu sais très bien que tu ne seras pas serein jusqu'à la fin du match et qu'à tout moment, tu peux te faire égaliser. Et quand tu vois, dans le 3/4 des cas, les gars, quand tu vois, et quand je dis 3/4 des cas, je suis très gentil, on peut même dire 99% des cas, quand le Barça gagne sur un seul but d'écart, c'est rarement un bon match du Barça. Et là, aujourd'hui, je vous le dis, c'était pas du tout un bon match du Barça, les gars. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que, pour reparler d'arbitrage, même si, comme je vous dis, le Barça avait perdu, jamais j'aurais crié au scandale aujourd'hui, les gars, pour être honnête avec vous. Mais, en dehors de ça, là où je vous dis que je suis déçu de ce match, c'est surtout par rapport, bien sûr, aux stars de cette équipe. Parce que, ok, t'as un Lewandowski, encore une fois, qui est décevant malgré son penalty. Sur le reste, encore une fois, beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles dans la surface adverse, des contrôles ratés dans la surface adverse, etc. Une tête qui rate complètement aussi en début de match, sur la première occasion nette du Barça. Mais là où je suis surtout déçu, c'est de Yamal et de Rafinha. Même s'il faut quand même dire, que ce soit pour l'un et l'autre, ils ont des circonstances atténuantes. Parce que du côté de Yamal, on sait très bien, les gars, quand Koundé est pas présent, t'as un Yamal qui est pas à 100%. Quand Koundé est pas là, tu sais très bien que tu n'auras pas un Yamal à 100% de ses capacités, ce qui est normal, les gars, ce qui est tout à fait logique. Parce que non seulement il perd Koundé, qui est maintenant un latéral expérimenté, qui est devenu une référence à son poste, qui a énormément de qualité, qui a énormément surtout d'automatisme avec Yamal, mais surtout, en contrepartie, il a un Hector Fort qui, voilà, c'est un joueur prometteur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est un joueur qui lui-même se cherche, lui-même essaye de se trouver dans cette équipe du Barça. Donc c'est pas forcément lui qui va réussir à mettre en valeur un Yamal, par exemple. Donc c'est pour ça que, voilà, un Yamal qui te fait pas forcément son meilleur match de la saison, c'est pas forcément ça le problème. Par contre, Rafinha, là aussi, j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qui peuvent être décevantes du côté de Rafinha quand on voit deux occasions quand même ratées, deux énormes occasions ratées de la part de Rafinha, c'est quand même assez décevant. Mais après, voilà, il a le droit, bien sûr, de passer à côté de ses matchs. Je suis pas en train de tirer sur l'un ou sur l'autre. Surtout quand on voit le nombre de matchs références que peut te faire Rafinha cette saison. Quand on voit là, sur le dernier match, il marque contre Séville. Quand on voit sur l'avant-dernier match, contre Valence, il te met 2 passes D. Bref, il répond présent quasiment à chaque fois. Donc bien sûr qu'il y a des fois où il peut passer à côté de son match. Il n'y a pas de problème là-dessus, les gars. Et j'ai même envie de vous dire, les gars, et j'ai même envie de vous dire une chose par rapport à Rafinha, c'est que même lui, il a certaines circonstances atténuantes. Pour moi, le match est un petit peu compliqué de Rafinha, au-delà de ses occasions ratées, où là, pour moi, il n'a pas d'excuses, mais son match est un petit peu compliqué, pour moi, il est en grande partie à cause d'un De Jong aujourd'hui, les gars, je vous le dis. Alors, on va ouvrir le sujet de De Jong, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui vont me dire « Ouais, mais De Jong, il a fait un bon match. De Jong, il a été très bon. » Et je l'ai entendu dans les commentateurs du match qui disaient que De Jong était très bon, j'ai vu un petit peu certains retours, etc. Les gars, ceux qui ont considéré, ceux qui trouvent que De Jong était bon aujourd'hui, ou était irréprochable aujourd'hui, et a fait un match exceptionnel, je vous pose la question, en quoi vous avez trouvé De Jong bon aujourd'hui? C'est la question que je vous pose, les frères, vraiment. Parce que le fait qu'il n'ait pas fait de dinguerie, qu'on ne s'est pas pris un but de sa faute, qui était raté
très peu de passes, etc. Il n'y a pas de problème, ça on peut le dire. Mais encore une fois, les gars, moi je vous dis un De Jong aujourd'hui, quand on s'attarde un petit peu sur lui, on se rend compte qu'il n'a pas joué pour essayer de te déclencher des choses, pour essayer de te réussir des choses, pour essayer de provoquer des choses, prendre des risques, etc. Il a joué tout simplement, les frères, pour ne pas prendre de risques. Pour essayer de ne pas faire d'erreur plutôt que d'essayer d'apporter quelque chose. Et ça, c'est très souvent le cas avec De Jong. Et je vais aller plus loin, les gars. Vous me connaissez de toute façon, vous savez très bien que moi, je parle pas. Je vais vous montrer, les gars. Je vais vous montrer en quoi, pour moi, De Jong, c'était compliqué aujourd'hui. Je vais pas dire qu'il a fait un match catastrophique, attention, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, les gars, c'est que c'est trop léger pour compter sur lui en tant que titulaire. Je suis désolé, les gars. Et ça, sur plusieurs aspects. Que ce soit sur les aspects offensifs et défensifs. Et on va commencer sur l'aspect offensif. Commencez déjà à partir du moment où le mec, il arrive à éliminer aucun joueur. Parce que, ouais, balle au pied, il fait des choses intéressantes. Le mec, tu vas le voir, il va te faire des roulettes, il va te faire des gestes techniques, mais sans éliminer personne. J'ai envie de vous dire à quoi ça sert. Ouais, il peut avoir une bonne conduite de balle, etc. Mais au final, quand tu regardes au niveau des statistiques, c'est 0 dribble réussi. Quand tu vois au niveau de l'apport offensif, le mec, il te réussit quasiment toutes ses passes, ouais, c'est bien. Mais il te réussit seulement 5 passes dans le camp adverse. 5 passes dans le camp adverse, quand on sait que quasiment tout le match, le Barça, et cette équipe du Barça, était dans le camp du Rayo Vallecano. Donc c'est quand même vous dire à quel point, quand on s'y attarde et quand on regarde un petit peu plus près, le match de De Jong en tout cas, était pas totalement irréprochable, ou en tout cas, il y a des choses à redire. Mais comme je vous dis, je vais vous montrer par rapport à quoi je considère que pour moi, De Jong, c'est compliqué, les gars. Et un exemple frappant de ce que je reproche énormément à De Jong, c'est cette occasion-là, enfin cette situation-là. C'est pas une occasion, c'est une situation. On voit une ouverture claire de Jong pour Rafinha. Et c'est là où je vous dis que le match de Rafinha, ou la contre-performance de Rafinha, elle est due aussi justement à cause de cette tendance qu'a De Jong à pas forcément prendre des risques. Et cette situation-là, les gars, c'est la plus parlante. C'est ce qui représente le plus De Jong depuis qu'il arrive au Barça. Alors, comme je vous dis, il a une ouverture sur Rafinha. Une passe qui aurait pu être très bien amenée pour Rafinha, qui était absolument tout seul, qui était dans l'espace, etc. Donc quand on voit ça, on a l'impression que De Jong va la jouer sur Rafinha. Vous savez ce qu'il va faire, les gars? Vous savez ce qu'il va faire sur cette situation-là? Il va tout simplement se retourner et venir rejouer en retrait. Et De Jong a bien vu justement que c'était une erreur, ou en tout cas que c'était pas la meilleure chose à faire, quand il a vu que Rafinha, qui clairement s'est énervé par rapport à ça. Quand on a vu Rafinha qui a montré de la frustration par rapport à ce genre de choses. Au bout d'un moment, t'es au Barça, frère, t'es à milieu de terrain du Barça. Si t'es pas capable de réussir ce genre de passe, qu'est-ce que tu vas faire? Donc c'est là où, encore une fois, voilà. Et c'est pas la seule fois. C'est pas la seule situation. Encore une autre situation, les gars. Encore une autre situation. Là, t'as Rafinha qui est devant lui. T'as aucun adversaire entre lui et Rafinha. Mais il va tarder à faire cette passe-là. Et le joueur qui est derrière De Jong va réussir à intervenir pour intercepter cette passe. Voilà, c'est là où c'est compliqué. Encore une fois, De Jong, quand c'est pour revenir en retrait, les passes en retrait, etc., les passes latérales, des fois certaines passes en avant pas trop risquées, il va te les faire, il n'y a pas de problème, tu peux compter sur lui. Mais quand c'est pour faire avancer le jeu, là c'est plus compliqué. Et je vous dis, il joue la plupart du temps pour ne pas faire d'erreurs. Il t'en a pas fait beaucoup des erreurs dans ce match, les gars. De toute façon, à partir du moment où on voit un De Jong qui non seulement, comme je vous dis, balle au pied, il tente très peu de choses. Ou en tout cas, il te prend très peu de risques. Et que sur l'aspect défensif, il va éviter le duel un maximum. Quand on voit par exemple sur ce genre de situation, on voit le mec à chaque fois, tu vois un De Jong toujours à côté du porteur de balle, toujours à faire un petit footing, à accompagner le porteur de balle sans intervenir, sans forcément aller au duel, sans prendre de risques. Et ça, que ce soit quand le ballon il est au sol ou même sur les ballons aériens, je vous en parle même pas, les gars. De toute façon, c'est simple, sur les ballons aériens, jamais il va au duel. C'est aussi simple que ça, les gars. Jamais il va au duel sur les ballons aériens. C'est simple aujourd'hui, de toute façon, par exemple, dans un match comme ça, c'est 0 duel aérien pour un joueur comme De Jong. Quand on voit que plusieurs fois, malgré tout, t'as des situations où il doit y aller, les gars, je suis désolé. Quand on voit ces situations dans la surface, où t'as Alvaro, le joueur du Rayo Vallecano, qui a le temps de faire son geste technique, enfin sa reprise de volée, sa petite acrobatie, et que De Jong, il est là, il le regarde choqué et qu'il n'intervient pas, les gars, au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de nous. Remettez Casado titulaire, remets-nous Casado titulaire et arrête avec ça. Parce que tous les aspects négatifs sur lesquels on peut revenir sur De Jong, Casado, il les a pas, ces aspects négatifs. Casado, il met la tête s'il faut mettre la tête. Il met le pied s'il faut mettre le pied.
Et même sur l'aspect offensif, même offensivement. Est-ce que Casado est meilleur techniquement que De Jong? Je suis pas sûr, j'irai pas jusque-là. Même si on a bien vu, les gars, même si on a bien vu un Casado, on se rappelle contre le Bayern, contre le Real, sur le match aller en Liga, il t'a sorti des très belles passes. Et il le fait très souvent. Et c'est là où pour moi, vraiment, il doit retrouver une place de titulaire. Je vous dis la vérité. Parce que ce genre de match, les gars, ça peut passer, encore une fois, contre le Real Vallecano. Mais un De Jong comme ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour faire des grandes choses, que ce soit en championnat ou surtout en Ligue des Champions, les gars. Je vous le dis, ça pourra te jouer des tours. Après, heureusement, et je vous le dis encore une fois, les gars, heureusement que t'as un Pedri qui est là aujourd'hui, les gars. Pedri qui a été tout simplement exceptionnel, les gars. Moi, je vous dis un Pedri, au bout d'un moment, il faut vous dire les termes. Pedri, on va arrêter de le comparer à Iniesta, les gars. Aujourd'hui, Pedri, je pense que tu peux commencer à le comparer à Zidane. Aujourd'hui, des fois, quand je regarde les matchs, je me pose vraiment la question et je me dis, qu'est-ce que vraiment Zidane avait de plus que Pedri, les gars? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, les frères. Bon, j'exagère volontairement, bien sûr, je caricature un petit peu, je vais un petit peu vite en besogne, j'exagère un petit peu. Je suis d'accord avec vous, les gars. Mais ce genre de match, c'est tout simplement exceptionnel. Ce que fait Pedri dans ce genre de rencontre, les gars, je suis totalement admiratif. C'est le milieu de terrain complet. Balle au pied, mais ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Cette capacité à chaque fois à pouvoir réussir à s'en sortir dans les petits espaces, à pouvoir réussir à de faire ce petit dribble qui va lui permettre de sortir de la densité. Je parle même plus. Les passes de Pedri, c'est devenu normal. Ça ne choque même plus, les gars. Les passes exceptionnelles de Pedri. C'est même plus ce qui nous choque le plus. Mais la qualité technique qu'il est en train de montrer, petit à petit, mais c'est trop, les gars, vraiment. Alors, bien sûr, encore une fois, quand je vous dis Zidane, bien sûr que, voilà, Zidane, c'est plus complet. Domaine aérien, qualité de frappe, etc. Bien sûr que c'est au-dessus de Pedri, mais je vous dis la vérité, les gars. Si Pedri continue sur cette lignée, sur cette lancée, les gars, je vous dis, vraiment, il pourra devenir vraiment, une des vraies références à son poste, les gars, vraiment. La saison qu'il fait, les gars, c'est tout simplement stratosphérique. Et j'ai vraiment hâte. J'attends vraiment avec impatience les matchs à émission directe en Ligue des Champions pour voir vraiment ce qu'il va proposer. Parce que c'est vraiment trop fort. Et dans un match comme ça, les gars, tu retrouves que lui. Tu retrouves que Pedri qui a été très bon offensivement, qui t'a proposé, qui t'a éclaboussé avec sa classe, avec sa qualité technique, etc. Là où, voilà, encore une fois, un Yamal, Rafinha, c'était un peu plus compliqué. Bref, en tout cas, les frères, encore une fois, comme je vous dis, le principal, c'est cette victoire. Le principal, c'est cette première place. Maintenant, bien sûr que sur les prochains matchs, on attend beaucoup plus. J'ai envie de dire peut-être que, voilà, sur ce match-là, ce qui comptait peut-être, c'était juste cette victoire, ces 3 points, etc. Même si, encore une fois, le match n'était pas totalement maîtrisé. Dire que le match était totalement maîtrisé, ce serait vraiment mentir. Quand on voit, encore une fois, je vous rappelle cette dernière occasion sur ce qui arrive sur la tête des Frutos, ça aurait pu coûter très cher. Donc dire que c'était totalement maîtrisé, je n'irai pas jusque là. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.